Donc, la présentation s'intitule « Lorsque les pieds sont liés, la rage monte au cerveau ». Bon, nous n'avons pas de lien ni conflit d'intérêt avec la présentation. Donc, pourquoi ce titre? En fait, il fait référence donc, à une citation d'un écrivain allemand qui était prisonnier et qui a été atteint en fait, d'un délire paranoïaque et qui nous a sorti cette citation « Lorsque les mains sont liées, mais la rage monte au cerveau ». Donc, ça faisait un peu référence... Enfin, la présentation clinique des patients qu'on va vous présenter, ben, en fait, fait analogie à cette citation. Donc la rage, quelques rappels épidémiaux, même s'ils ont déjà été rappelés ce matin. Donc la rage, c'est une maladie tropicale négligée selon l'OMS qui est responsable de 59 000 décès par an. Donc c'est une maladie qui touche essentiellement les zones rurales et avec une grosse prédominance en Asie et en Afrique. Vous n'entendez pas? Okay. Donc ça touche essentiellement les enfants avec, comme je vous disais tout à l'heure, essentiellement les zones rurales. Et grâce à la vaccination, on estime qu'il y a plus de 300 000 cas qui sont évités. Par contre, il y a quand même une sous-estimation en fait, des décès. Il y a probablement des décès donc, à domicile, des décès qui ne sont pas reconnus ou pas confirmés par les laboratoires et des décès qui ne sont pas déclarés. Donc en Guyane, on a eu un cas en 2008 et 3 cas en 2024. Donc en termes de présentation clinique, donc la forme qui est principalement décrite, c'est la forme d'encéphalomyélite virale. C'est une infection où la morbidité est égale à la mortalité, c'est-à-dire que les patients y meurent forcément. Et c'est une zoonose qui est accidentellement transmise à l'homme. Donc la transmission se fait essentiellement par la salive au cours de morsures ou de griffades. Et le temps d'incubation, il est relativement long. Il peut aller de 1 mois jusqu'à éventuellement 7 ans. Donc, quand reconnaître la rage, donc, il y a des signes cardinaux. Donc, les signes cardinaux sont la fluctuation de la vigilance, la présence d'une hydrophobie, d'une aérophobie, la présence de spasmes respiratoires ou d'une dysautonomie. Mais il y a 2 grandes présentations cliniques qui ont été décrites, donc la forme furieuse et la forme paralytique. Donc, ces deux présentations se distinguent donc, par le temps avant l'hospitalisation en réanimation qui est plus long pour la forme paralytique, donc qui est autour de 11 jours, alors qu'il est environ de 5 à 7 jours pour la forme furieuse. Une forme prodromale où il n'y a pas de différence. En fait, les patients peuvent dans les 2 formes avoir des douleurs neuropathiques. Et une forme dans la forme paralytique, on a moins les signes cardinaux, en tout cas ils sont très minimes comparativement à la forme furieuse. Et la forme en fait le déficit moteur se voit essentiellement dans la forme comateuse, au stade comateux dans la forme furieuse, alors que dans la forme paralytique, ben, en fait, on observe un processus de déficit moteur progressivement ascendant. Et sur le plan électrophysiologique, on voit dans les formes furieuses une atteinte de la corne antérieure de la moelle et l'absence d'atteinte du nerf périphérique, alors que dans la forme paralytique, on observe en fait une atteinte du nerf périphérique avec des signes de démyélisation, des signes d'atteinte axonale. Sur le plan de l'imagerie, il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 formes. On voit un stade précoce, un stade prodromal, une atteinte du plexus brachial et une atteinte des racines nerveuses. Et au stade d'état, on va observer donc, des lésions de la substance blanche. Donc ici, une atteinte des hippocampes, une atteinte des noyaux gris centraux. Il n'y a pas de pointeur. Et on peut aussi observer une atteinte du cordon médulaire. Lorsqu'on réalise des ponctions lombaires à ces patients, on peut observer une hypercellularité, mais c'est une hypercellularité qui reste... Merci. Une hypercellularité qui reste minime, qui dépasse très rarement 30 cellules. Et lorsqu'elle dépasse 100 cellules, ben, il faut penser au diagnostic différentiel, en particulier l'encéphalite japonaise, le West Nile, la poliomyélite. Voilà. Dans le cadre d'une transmission par les chauves-souris, il y a une présentation clinique qui est souvent atypique. Donc, on peut observer chez les patients des mouvements choréiformes, donc des mouvements anormaux au niveau du membre qui a été mordu. On peut observer des myoclonies, on peut observer des déficits moteurs et mi-corporels, des tableaux d'ataxie, de vertige, des Claude Bernard-Horner et même des crises d'épilepsie. Et la présence des signes cardinaux est très rarement retrouvée chez les patients dont le virus a été transmis par les chauves-souris. Donc, il y a une étude qui s'est intéressée à la zone américaine, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et on voit que la transmission par chauve-souris touche environ 15% des patients. Et qu'on revoit donc la carte qui nous a été présentée tout à l'heure, on voit qu'il y a une diminution, dans les zones où il y a une diminution des décès par la transmission canine, on voit en fait qu'il y a une augmentation de la transmission par chauve-souris. Donc aux États-Unis, elle touche à peu près 70% des cas.
au Mexique 29% et au Pérou 41%. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des aspects physiopathologiques, l'état de la littérature. Donc, comment se transmet la rage au niveau du système nerveux? Donc, il y a une première phase d'exposition donc, par morsure. Donc, plus la morsure elle est profonde, plus elle est proche du muscle et de la jonction neuromusculaire. Mais il y a aussi une transmission par la peau. Donc, la transmission par la peau, elle peut se faire par griffade, léchage de griffade. Et là, le mécanisme de transmission au système nerveux, il est moins bien connu. Mais il y a des expériences qui ont montré que, in vitro, qui ont montré que lorsqu'on contamine les cellules cutanées, il y a quand même une dissémination du virus. Donc là, il y a quand même le processus de transmission entre la peau et le système nerveux. Il y a voilà, une petite errance, on ne sait pas encore très bien sur le plan physiopathologique comment il est transmis. Une fois que le virus donc, atteint la jonction neuromusculaire, elle remonte progressivement de façon antérograde donc jusqu'au système nerveux central, donc par la corne antérieure ici, et ensuite il y a une jonction qui se fait interneuronale pour ensuite toucher la corne postérieure et les ganglions sensitifs. Et c'est à ce moment-là en fait, que les patients peuvent avoir des douleurs neuropathiques. Ensuite, une fois que le virus atteint le système nerveux central, mais en fait, il se transmet de cellule à cellule par les synapses et remonte progressivement donc, au cerveau avec atteinte du cortex et une diffusion, donc là, centrifuge. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de différence qui a été... il n'y a pas de souche qui soit spécifique d'une forme clinique ou pas. C'est-à-dire qu'une même souche peut très bien donner un tableau de forme furieuse ou un tableau de forme paralytique. Donc actuellement, la physiopathologie a surtout été décrite chez le chien. Donc là, je vous résume un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc il y a une première phase de morsure, donc une morsure profonde, mais que le virus permet de se rapprocher de la jonction neuromusculaire. Il y a donc une réplication du virus au niveau du muscle et ensuite il passe cette jonction et il remonte progressivement par le système nerveux central, puis le cortex avec une diffusion. Et ensuite on observe donc une mort neuronale chez les patients. Donc là, je vais vous présenter les 3 cas. Ouais. Le premier cas, c'est un patient, un homme de 51 ans, orpailleur, qui souffrait de lombalgie chronique. Donc, dans le cadre de ces lombalgies, il a eu des injections donc, de pénicilline G et de bétaméthasone par voie intramusculaire. Donc, 24 heures après cette injection, il a présenté donc, des troubles sensitifs à type d'hypoesthésie des membres inférieurs, puis une faiblesse motrice bilatérale et une perte de la marche. Donc, il se rend donc, en CDPS donc, 8 jours plus tard, où là, il a encore une vigilance qui est préservée et il présente un déficit sensitivo-moteur avec une perte de la marche, donc un testing à 2/5. Les réflexes à ce moment-là étaient présents, mais il n'y avait pas de signe de Babinski. Dès le lendemain, donc le patient il a une aggravation clinique avec une détresse respiratoire qui justifie donc un transfert en réanimation. Et ce patient il a été traité par immunoglobuline dans le cadre d'une suspicion de syndrome de Guillain-Barré. Et quasiment 18 à 20 jours plus tard, il est décédé. Le patient 2, donc il s'agissait d'un patient orpailleur de 43 ans qui souffrait lui aussi de lombalgie chronique, qui lui aussi a reçu donc, une injection de bétaméthasone par voie intramusculaire et 24 heures plus tard présente aussi le même tableau de déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs, puis 7 jours plus tard de rétention d'urine et perte de la marche. Donc ils seront au CDPS, toujours avec un état de vigilance conservé et ce déficit moteur des membres inférieurs. Lui, on retrouve aussi donc, des réflexes mais qui ne sont pas vifs. Et 24 heures plus tard, il présente lui aussi donc, une aggravation de sa conscience avec une détresse respiratoire nécessitant donc, un transfert en réanimation. Il a été aussi traité par immunoglobuline dans le cadre d'une suspicion de syndrome de Guillain-Barré et il est décédé 20 jours plus tard. Voilà. Et le troisième cas, donc lui, il est arrivé une semaine après. Donc, il s'agissait d'un homme de 23 ans donc, qui, lui, était atteint d'une leishmaniose cutanée pour lequel il avait donc, de la pentaméthadine. Et il avait aussi un autre traitement qu'on n'a pas réussi à identifier. Donc, 10 jours plus tard, il a une faiblesse motrice donc, du membre inférieur gauche qui s'est vite bilatéralisée. Et 5 jours plus tard, il développe des troubles de la marche. Puis une rétention aiguë d'urine. Donc, il arrive, lui, aux urgences, donc avec un déficit moteur des 2 membres inférieurs. Lui, on ne retrouve pas de réflexe ostéotendineux. Et 24 heures plus tard, trouble de la vigilance, transfert en réanimation. Et il est décédé 18 jours après le début de ses symptômes. Donc pour résumer, donc on a 3 patients qui se présentent de façon concomitante avec exactement le même tableau clinique qui est celui d'une faiblesse motrice des membres inférieurs
qui, 8 à 9 jours après, présente une altération de la vigilance et qui décède entre 16 et 20 jours après le début des symptômes. Donc, comme vous avez vu, les patients ils ont été traités par les immunoglobulines. Donc, on peut se poser la question, pourquoi on a pensé au syndrome de Guillain-Barré? Donc, le diagnostic de Guillain-Barré, il a été l'objet de recommandations en 2023. Donc, on évoque le syndrome de Guillain-Barré devant tout déficit moteur, donc des membres inférieurs ou des membres supérieurs, avec une abolition, une diminution des réflexes et une évolution qui se fait en moins de 4 semaines. Par rapport aux réflexes, puisqu'on a les 2 premiers patients quand même qui avaient des réflexes conservés, il est quand même notifié, les patients peuvent avoir des réflexes présents, voire vifs. Donc ça ne permet pas d'éliminer formellement le syndrome de Guillain-Barré. Donc là, on va faire des examens pour avoir des critères de support pour pouvoir appuyer notre hypothèse. Et donc là, les patients, ils ont eu donc, un électroneuromyogramme, les 3. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'au niveau de l'étude de la conduction motrice, on a une diminution du potentiel moteur pour les 3 patients à des degrés variables, avec une préservation de la vitesse de conduction. La conduction sensitive que je vous ai pas illustrée était strictement normale. Donc en conclusion, les 3 patients avaient une neuropathie axonale motrice. Sur le plan biologique, les 3 patients avaient une hypercellularité. Donc, tout à l'heure, je vous disais que dans les cas de rage, la cellularité elle est inférieure normalement à 30 cellules. Là, on a 3 patients qui avaient une hypercellularité, pour le premier à 360, le deuxième à 120 et le troisième à 50. Ce qui est important de noter, c'est que lors de la recherche de la rage dans les tissus de ces patients, dans les patients 2 et les patients 3, l'analyse du LCR ne retrouvait pas la rage. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un LCR négatif qu'il ne faut pas continuer d'explorer cette hypothèse. Le troisième patient a eu une IRM cérébrale, et cette IRM cérébrale montrait donc, des hypersignaux donc, au niveau des cortex sensitifs, de la capsule interne, de la zone périaqueducale et du cordon médulaire. Et en post-mortem, on a réalisé donc, des analyses histologiques où on retrouvait donc, les cordonnées gris. Donc ici, qui sont les lésions en fait, caractéristiques de la rage. Donc on revoit un peu l'état de la littérature sur la physiopathologie des formes paralytiques, puisque pour l'instant, elle n'est pas encore très bien connue. On voit que les patients qui ont une forme paralytique, ils ont une démyélinisation nerveuse associée à une médiation humorale et cellulaire. Et quand on compare ces formes paralytiques par rapport aux formes furieuses, on voit que dans les formes furieuses, il n'y a pas justement cette atteinte démyélinisante axonale, donc périphérique. Il y a surtout une atteinte de la corne antérieure, donc une atteinte centrale. Et alors que dans les formes paralytiques, là, on montre une atteinte démyélinisante, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la particularité donc, de ces 3 cas, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, mais il n'y avait aucune trace de morsure, même si on sait que ces patients sont régulièrement exposés aux chauves-souris, mais en tout cas, il n'y avait aucune trace de morsure chez ces 3 patients, ce qui a participé en fait, à notre errance diagnostique. Devant un syndrome Guillain-Barré-like, il peut s'agir d'une forme paralytique de rage. Et ces patients donc, avaient une atteinte purement motrice, donc qui peut aussi orienter vers une atteinte de la corne antérieure de la moelle. Aussi, on peut se poser la question de l'hypercellularité. Pourquoi ils avaient cette hypercellularité quand même assez atypique? Et voilà, on peut se poser la question du rôle de la bêta-méthasone. Et il faut aussi faire attention donc, aux tests qui peuvent être négatifs chez ces patients. Donc, ces 3 cas nous illustrent qu'en fait, devant tout patient qui a un syndrome de Guillain-Barré atypique, donc en zone exposée, donc vraiment la zone Amérique centrale, Amérique latine, il faut penser à la rage desmosine. Voilà, je laisse Claire poursuivre. Alors c'est sûr, c'est pas. En fait, ces 3 patients, on les a diagnostiqués post-mortem, mais tout le monde se pose la question, en effet, y a-t-il des traitements de la rage ou pas? Le diagnostic de la rage, il est vraiment finalement pas facile à faire chez l'humain qui est encore vivant. Il n'est pas facile à faire chez l'humain quand il est encore vivant. Chez le chien, c'est facile. En fait, on fait un prélèvement de cerveau qu'on va envoyer au centre référent. Chez l'humain, quand ils sont encore vivants, nous, ce qui nous est recommandé de faire, c'est de faire des biopsies des follicules pileux, qui sont ici à la racine des cheveux, ou de faire des salives, 3 salives qui vont être espacées dans le temps et qu'on va envoyer à l'Institut Pasteur. Le LCR, finalement, n'est pas systématiquement fait, ni les urines. Sur nos 3 patients, ce qui a été extrêmement piégeant et pourquoi on n'a pas cherché la rage initialement.
c'est qu'en plus, on a été très piégés. On était en épidémie de dengue en cours. Et on sait que dans les arboviroses, il peut y avoir énormément de syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'était des tableaux vraiment qui nous ont tous piégés. Très atypiques de paralysie ascendante. Donc, voilà, le diagnostic a été avant tout post-mortem, en fait, parce qu'on a fait des biopsies cérébrales avec un petit accord scientifique, parce que normalement, c'est compliqué de faire des prélèvements sur l'humain, sachant qu'on n'a pas, nous, de biopsie à visée scientifique organisable à l'hôpital de Cayenne. Mais par chance, on a réussi. Donc, en fait, c'est grâce au cerveau d'un des patients, son cervelet, qu'on a vu les coordonnées gris, et qu'après, les premiers prélèvements, donc la salive qui avait été envoyée, a été réétudiée avec d'autres techniques à l'Institut Pasteur, parce qu'initialement, la salive du deuxième patient était aussi revenue négative. Donc, ça a été extrêmement piégeant. Pourquoi on fait ces examens? Déjà, il faut s'assurer que c'est bien à l'arrache, même si c'est incurable au stade clinique à l'heure actuelle. Il faut penser ça, donc aux formes paralytiques, toujours au Guillain-Barré, et s'assurer aussi que si les gens étaient vaccinés, ça n'a pas échappé, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui sont vaccinés ici, surtout en Guyane, où maintenant il y a beaucoup de vigilance depuis le cas humain de 2008, que j'ai connu aussi. Donc, est-ce qu'on peut traiter la rage? Parce que nous, les réanimateurs, notre job, c'est pas seulement d'assister les gens, on espère les sauver. Donc, il y a eu beaucoup de patients qui ont été pris en charge dans des soins intensifs. Donc, en 2003, dans le CID, ils avaient trouvé 5 survivants. Alors, dans cette étude, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tous ces survivants, ils avaient été vaccinés avant l'exposition ou précocement après, et surtout, toujours avant le début des signes cliniques. Donc, finalement, ces patients, dans leur étude qui survivent, ils rentraient dans le cadre du traitement d'antibioprophylaxie après exposition. Par contre, tous ont eu des séquelles neurologiques, ces 5 survivants. Avait-il vraiment la rage? Personnellement, je ne pense pas. Et possiblement, c'était plutôt des encéphalites post-vaccinales que des cas de rage. Ça, c'était en 2003. Ce qui a fait fureur, c'est 2004, aux États-Unis. Donc, une petite fille qui a survécu. Ça a été paru dans le New England en l'année suivante. Donc, cette petite fille, Jenna, elle s'est fait mordre à l'index par une chauve-souris. Un mois après, elle a eu une fatigue généralisée et des paresthésies. Donc, toujours les phénomènes sur le lieu de morsure avec l'atteinte du virus qui va monter. 8 jours après, elle avait une diplopie, une perte d'équilibre, des nausées, des vomissements, puis une vision trouble, une marche difficile, une forte fièvre. Nos 3 patients avaient aussi une forte fièvre, une parole difficile, nystagmus. Elle a été transférée du coup dans le service de réa de Milwaukee, ce qui a donné le nom au protocole qui sera essayé pendant pas mal d'années après, le protocole Milwaukee. Cette jeune patiente, il lui avait fait donc, du coup, une ponction lombaire, et du coup dans cette ponction lombaire, dans le LCR, il y avait des anticorps antirabiques quand même à un taux assez élevé, alors que les biopsies cutanées, donc des follicules étaient négatifs, dans la salive c'était négatif, et on ne trouvait pas le virus dans la salive. Donc le traitement qu'ils lui ont fait, ils lui ont pas fait de vaccin. Elle avait les signes cliniques, donc ils n'ont pas du tout tenté toute la sérothérapie et l'immunothérapie, parce qu'il y a ce risque d'encéphalite surajouté aussi au moment des vaccins. Ils ont décidé de lui injecter de la ribavirine, 200 mg par jour, et de la mantadine, 200 mg par jour. Et ça, ils ont fait ça pendant 5 jours. Puis, ils lui ont fait un coma médicamenteux à base de kétamine, de phénobarbital, de midazolam. Ça, c'est nos jargons de réanimateurs. Mais si on mettait le phénobarbital, qu'on utilise de moins en moins, c'était pour essayer de contrecarrer la kétamine qui est très psychostimulante. Et 26 mois plus tard, Jenna était vivante, avec quelques séquelles, une dysarthrie, une marche un peu difficile, des sensations de pied froid, mais une vie normale et avec tous les actes de la vie courante qu'elle pouvait faire normalement. Elle a eu son diplôme d'études secondaires et elle n'avait aucun trouble de l'humeur. Donc ça, c'était paru dans le New England. Donc beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc ça a donné par la suite en place ce protocole Milwaukee qu'ils ont mis en place sur des patients dans toute l'Amérique. Alors est-ce que ce protocole... Oui, c'est presque fini. Donc ce protocole... Est-ce qu'il a sauvé Jenna? On pense que peut-être c'était une infection par un variant atténué. Après, ce qui est important, c'est que le virus était dans son liquide céphalorachidien, où il y avait des anticorps. Donc, dans la première phase, qui est la phase de diffusion, qui est centripète, donc tout le système nerveux central. Par contre, on ne l'a pas trouvé du tout dans la peau ou dans la salive. Donc, c'est le centrifuge. Généralement, c'est la phase suivante du virus. Donc, ce virus a dû avoir une clairance très rapide, sans avoir la phase qui va à centrifuge vers les différents organes. Parce que pendant des études, pendant en fait 5 ans après, ils ont étudié en fait un registre avec 35 patients de rage à qui ils ont tous mis ce protocole Milwaukee, les antiviraux et le coma artificiel. Il y a
un patient qui a survécu au Brésil, mais il avait reçu en fait 4 des 5 injections intramusculaires qui sont recommandées. 2 patients qui en fait sont quand même morts, mais ils ne l'ont pas imputé au virus de la rage, ils l'ont imputé à des complications de réanimation. Un en Colombie qui s'était fait morte par son chat et un au Pérou qui s'était fait morte par une chauve-souris. Donc, par contre, les prélèvements étaient négatifs, donc était-ce vraiment des rages? On ne sait pas, mais ils sont morts. Et un patient aux États-Unis qui est dit comme survivant avec ce protocole, son chat n'était pas vacciné, mais le virus a été mis en évidence nulle part dans le sérum tout au long de l'évolution. Donc on peut douter sur le fait que ce protocole Milwaukee ait marché. Alors je ne l'ai pas mis là, mais dans la littérature, les Brésiliens ont essayé à Recife un protocole un peu différent où il n'y avait que de la montadine, où le patient est mort aussi. Donc cette efficacité du protocole, elle n'est pas établie. Aujourd'hui, vraiment, c'est abandonné pour certains. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire de la recherche. En fait, la recherche, en effet, quand on se fixe sur le cas de Jenna, on peut penser, essayer de trouver un traitement qui agit au moment où le virus est encore dans le système nerveux central et n'a pas encore diffusé vers les organes. Donc tout est l'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de protocoles de recherche qui sont en cours parce que c'est quand même 59 000 décès par an et beaucoup de choses à éviter. Donc le traitement reste toujours la prophylaxie pré-exposition et post-exposition parce qu'à un moment où on a des signes cliniques, malheureusement, on va décéder forcément. On vous remercie tous pour votre attention.